Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de l'RTD. Voici les titres de ce journal. Le président de la République a regagné hier soir le pays à l'issue d'une double mission à l'étranger. Le ministère de la Santé a organisé hier une table ronde des partenaires de santé sur le thème du financement de la nouvelle stratégie nationale de santé communautaire. La Cour internationale de justice a tenu une troisième série d'audiences sur les mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud concernant le conflit entre Israël et Gaza. Nous sommes le samedi 18 mai. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir le pays à l'issue d'une double mission à l'étranger qui l'a d'abord conduit à Manama, capitale du royaume de Bahreïn, et ensuite à Kigali, au Rwanda. À Manama, première étape de son dernier déplacement à l'étranger, le président Guelleh a pris part aux travaux du 33e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes, réunion placée sous le signe de la poursuite aux efforts de solidarité avec la Palestine, théâtre d'un massacre continu des populations depuis octobre dernier. À Kigali, seconde et dernière étape de son périple récent à l'étranger, le chef de l'État a participé aux travaux du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel sur les perspectives économiques et des investissements en Afrique. À noter qu'à Kigali, en marge de sa participation au forum, le président de la République a eu une rencontre bilatérale avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Je vous le disais à l'instant, le président Guelleh a pris part dans la matinée d'hier à Kigali, au Rwanda, aux travaux de l'Africa CEO Forum 2024, le plus grand rendez-vous annuel sur les potentialités économiques et les perspectives d'investissement qu'offre le continent. S'opérant sous la forme de rencontres alliant aussi bien des dirigeants de pays d'Afrique que d'éminentes personnalités à la tête des principales firmes économiques et commerciales du continent. Ce forum souscrit donc à l'objectif préalable de disposer à une exploitation optimale d'immenses richesses caractérisant l'Afrique. Il dédie en conséquence un volet central de ces débats à l'analyse des situations propices au lancement de projets intégrés de développement au sein des régions distinctes de l'Afrique. Ce forum fixe également aux pays du continent des grilles stratégiques de programmes et d'actions, notamment le développement des technologies et des connaissances, susceptibles de les mettre en phase avec les exigences de créativité et de plus-value indispensables à la conception des grands projets de développement. Dans le cadre de ce déplacement à Kigali, au Rwanda, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le président de la Chambre de commerce internationale de Djibouti, Youssouf Msadawali. À noter également la présence au sein de cette délégation conduite par le chef de l'État à Kigali, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbi. Le numéro 1 djiboutien a dévolu l'essentiel de son intervention lors de ce forum à la mise en exergue du précieux appui que notre pays est en mesure d'apporter à la réalisation d'une véritable intégration de l'Afrique. On écoute. Petit pays, bien placé, qui est conscient de ses responsabilités, qui essaye de comprendre dans les relations internationales, de jouer son rôle de base, d'accueil, de facilitateur des missions de sécurité et de business qui entretient des relations avec l'ensemble
du monde. Nous ne servons pas seulement l'Afrique de l'Est, mais nous servons également l'Asie, et notamment la péninsule arabique, Yémen et au-delà. Nous sommes limités dans le nombre d'habitants et nous pensons qu'avec ce chiffre, nous pouvons faire quelque chose et assumer notre responsabilité dans les relations commerciales, logistiques et aussi sécuritaires. Nous avons des réglementations d'abord de transit et de logistique. Nous avons investi énormément dans la zone franche internationale de Djibouti. Nous avons des services à offrir à tous les bateaux qui passent par nous, aussi bien sur le plan de carburant, sur le plan de réparation navale, sur les relations, enfin la présence dans notre pays de toutes les institutions qui s'occupent du commerce international. On peut aller plus loin, ça dépend de la situation commerciale, n'est-ce pas, et des flux des marchandises. Nous sommes en train de développer le système air-mer et mer-air, c'est-à-dire faciliter la circulation des marchandises dans les pays de la région en accord ou en relation avec la Chine et tous les pays qui envahissent le commerce africain et européen en même temps. Nous faisons le maximum. Nous faisons le maximum pour d'abord inviter et faciliter la présence des banques étrangères dans les pays et créer le sérieux, n'est-ce pas, de la présence d'un État prêt à assumer sa responsabilité commerciale et mondiale. Et aussi, en même temps, faire en sorte que les échanges puissent se faire à Djibouti, au niveau des assurances aussi, et occuper le terrain du commerce international avec notre présence sûre, garantie, n'est-ce pas, et ne pas créer des malaises au niveau du commerce international. Nous avons des ports, nous avons une zone franche qui est internationale, où tout le monde se retrouve, n'est-ce pas, Européens comme Chinois, comme Arabes, comme... et tous ces gens-là profitent de la position de Djibouti et de sa situation géographique et de ces institutions qui permettent un flux et des échanges dans le commerce international et logistique. Et toujours en marge des travaux de ce forum, le président de la République s'est entretenu avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été évoqués au cours de cette rencontre. Djibouti et le Rwanda entretiennent des relations privilégiées fondées sur le respect mutuel et la recherche de profits partagés. Les deux pays accroissent de plus en plus aussi l'œuvre de leur complémentarité à travers un partenariat stratégique dans le domaine des échanges économiques et commerciaux. Outre le volet bilatéral, les discussions entre le président Guelleh et son homologue rwandais ont été étendues aux principaux sujets à l'ordre du jour dans la région de l'Afrique de l'Est à laquelle les deux pays appartiennent. Les problématiques les plus en vue dans le continent et sur le plan international ont également été abordées au cours de cette audience. Le chef de la diplomatie rwandaise a participé à cette réunion.
Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El État, dernière étape de la visite du président du Parlement de la Somalie, Aden Mohamed Nour, et sa délégation ont été reçus par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdan, pour une visite guidée à la station d'atterrissement des câbles sous-marins de Djibouti Telecom située à Haramous. Cette visite s'inscrivant dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux nations a offert à la délégation somalienne l'opportunité d'explorer divers points d'intérêt. Parmi ceux-ci figuraient les infrastructures des câbles sous-marins de Djibouti, les défis liés à la connectivité dans la région, ainsi que la vision et les objectifs ambitieux du secteur des technologies de l'information et de la communication de Djibouti Telecom. Ce fut l'occasion pour la délégation somalienne de découvrir le modèle technologique de Djibouti Telecom, les systèmes, le premier câble sous-marin africain à haut débit déployé le long des côtes sud-africaines, ainsi que le câble régional Aden-Djibouti, jouent un rôle central dans le développement des communications à haut débit dans la région. Poursuivant la visite, la délégation a exploré le câble Easy qui relie l'Afrique du Sud au Soudan, en passant par des stations d'atterrissage situées au Mozambique, à Madagascar, aux Comores, en Tanzanie, au Kenya, en Somalie et à Djibouti. Le ministre de la Communication, donc Redouane Abdoulaye Bahdan, accompagné des ingénieurs de son département et de l'établissement de Djibouti Telecom, ont présenté à la délégation des explications détaillées sur les fonctionnalités des câbles sous-marins, ont exposé l'importance cruciale des avancées dans les infrastructures numériques et la République de Djibouti, lesquelles positionnent le pays comme un hub régional des télécommunications, tant au niveau de la connectivité internationale que régionale. Et la visite s'est conclue par la traditionnelle signature du livre d'or. À cette occasion, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a offert au président du Parlement somalien un présent symbolique. Dans un cadre empreint de cordialité, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El État, accompagné des membres de son bureau, ont souhaité un agréable retour au président du Parlement de la République fédérale de Somalie, ainsi qu'à sa délégation sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, concluant ainsi une fructueuse visite de travail de 4 jours. Au cours de son séjour, le président du Parlement somalien a adressé un discours devant la représentation nationale de Djibouti, mettant en lumière l'étroite coopération et les liens historiques profonds unissant nos deux nations. Un hommage poignant à notre histoire commune a également été rendu, renforçant le sentiment de fraternité entre nos peuples. Le point culminant de cette visite a été le voyage à Arta, site emblématique de la conférence de 2000, qui a été essentiel dans le processus de réconciliation et de renaissance de l'État somalien. Ce lieu symbolique reste un témoignage visant de la quête de paix dans la région. En outre, la délégation somalienne a eu l'opportunité de visiter des infrastructures clés de Djibouti, y compris le quai portuaire, la voie ferrée de la SGTD, la zone de libre-échange international de Djibouti, la tour internationale de Djibouti et les installations stratégiques des câbles sous-marins. Ces visites ont donc permis de souligner les enjeux de connectivité essentiels pour le développement régional. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé a organisé hier une table ronde des partenaires de santé sur le thème du financement de la nouvelle stratégie nationale de santé communautaire qui couvrira la période 2024-2028. Placée sous le patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, cette assise aux allures de plaidoyer a vu la participation de plusieurs ambassadeurs et diplomates des pays frères et amis, de représentants résidents du système des Nations Unies, des représentants d'organismes internationaux et des Nations Unies tels que l'UNICEF, l'OMS, l'Alliance Gavi, l'USAID et le PNUD. Plusieurs cadres du ministère de la Santé ainsi que de nombreux représentants d'associations à base communautaire et de la société civile djiboutienne ont également pris part aux travaux de cette table ronde qui ouvre une phase cruciale pour susciter l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de leur contribution au financement de cette stratégie quinquennale. Aligné sur les objectifs de Vision Djibouti 2035 et sur le PNDS, la nouvelle stratégie nationale de santé communautaire, et par ailleurs soutenue par un certain nombre de partenaires dont l'UNICEF et l'Alliance Gavi qui ont d'ores et déjà confirmé leur soutien et leur engagement.
Au cours des échanges, les différents intervenants se sont exprimés en saluant l'esprit inclusif de cette stratégie par la communauté et pour la communauté, et dans le cheminement à un meilleur accès aux soins et aux services de santé de qualité. Des représentants d'organismes internationaux et des Nations Unies tels que l'UNICEF, l'OMS, l'Alliance Gavi en préparent à cette table ronde, écoutant les interventions successivement du représentant de l'UNICEF à Djibouti, suivi de celle du représentant de l'Alliance Gavi. Je voudrais saisir cette occasion pour d'abord rappeler que la stratégie de santé communautaire, c'est vraiment une branche ou une dimension importante de soins de santé primaire. Et que pour réussir justement la stratégie de soins de santé primaire, cette dimension doit réellement se mettre en œuvre. Et elle nécessite l'implication de tous les acteurs. C'est pour cette raison que je salue également cette séance qui a été initiée à l'initiative du ministre de la Santé, que je remercie beaucoup, puisque je pense cette séance permet à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé d'intégrer cette dimension de santé communautaire dans leur projet. De ce plan très important qui donc ouvre une nouvelle voie vers une nouvelle page donc de la santé à Djibouti. Je pense que ce plan, si je devais résumer les principaux points saillants, me fait penser à 3 points. Le premier point, c'est l'intégration, et je tiens vraiment à vous féliciter, vous et vos équipes, pour cette vision de la santé communautaire et de l'intégration donc au niveau des différentes activités, des différentes maladies. Et comme j'aime à bien le dire, Gavi soutient la vaccination, mais la vaccination est un point d'entrée. Et la finalité, c'est véritablement le bien-être de l'enfant. Et donc l'idée et le soutien de Gavi est véritablement donc de vous accompagner pour vraiment la mise en œuvre de l'approche intégrée. La représentante de l'OMS à Djibouti et le coordinateur du système des Nations Unies ont tour à tour salué l'esprit inclusif de cette stratégie. On les écoute. De voir que ça touche à la santé des femmes, des enfants et des adolescents et dans plusieurs domaines. Et donc, ça répond à plusieurs de l'agenda de santé, plusieurs volets de l'agenda de santé envers arriver à la santé pour tous et la couverture universelle en ramenant les gens en contact, les gens vraiment démunis en contact avec les systèmes de santé. Et c'est une étape très importante. Aussi, ça va nous ramener plus proche des ODD et ça répond à plusieurs ODD, pas seulement celui de la santé, mais aussi de développement et de genre et de plusieurs systèmes de santé. Et je crois que je suis avec beaucoup de personnes de la santé et c'est une des choses que je n'ai pas travaillé, donc je ne vais pas parler de la santé. Je suis rodé ici d'experts et de médecins et de docteurs. Mais je veux dire qu'une des choses que je suis content et satisfait du travail des Nations Unies avec le gouvernement dans le secteur santé, c'est la bonne coordination qu'on a maintenant entre plusieurs agences qui vraiment sont en train de travailler comme One UN, une seule Nations Unies, UNICEF, l'OMS, UNFPA, le FONWAP aussi, et toutes les agences qui s'engagent dans la santé. Vraiment, je suis content de voir la bonne coordination et avec notre collègue de Banque mondiale, que normalement aussi on travaille ensemble. Donc j'espère que les exemples de travail conjoint dans la santé, on peut aussi les porter dans d'autres domaines pour faciliter la coordination avec notre partenaire de gouvernement. Et prenons la parole à son tour, le ministre de la Santé a souligné l'importance que revêt cette stratégie inédite dont le succès repose sur l'implication et l'engagement de tous les partenaires pour contribuer à sa mise en œuvre et à l'atteinte des objectifs fixés de façon optimale. On l'écoute. Très honoré donc ce matin d'accueillir cette table ronde sur le financement de la stratégie nationale de la santé communautaire pour la période 2024-2028. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer donc ma gratitude envers tous les participants, les représentants
de la société civile, les partenaires internationaux, les organismes de la société civile pour leur engagement envers l'amélioration de la santé de notre population. La santé communautaire est au cœur de notre vision pour un Djibouti plus sain et plus prospère. Elle repose sur le principe fondamental que la santé est un bien commun qui doit être accessible à tous, où qu'ils se trouvent, quel que soit donc le statut social ou le niveau de richesse de la personne. C'est une approche qui met l'accent sur la prévention, la promotion de la santé et le renforcement des systèmes de santé locaux pour garantir des services de santé de qualité à chaque personne, à chaque citoyen. La stratégie nationale de santé communautaire que nous élaborons et que nous allons donc finaliser aujourd'hui est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une collaboration donc étroite avec toutes les parties prenantes. Elle vise à renforcer les capacités des communautés donc à se prendre en charge d'abord elles-mêmes, à travers des initiatives telles que la formation de ces agents communautaires, le renforcement des infrastructures de santé, la promotion des pratiques de santé. Cependant, pour concrétiser cette vision, nous avons besoin d'un engagement financier solide et durable. La disponibilité des ressources humaines sont un élément essentiel pour la mise en œuvre efficace de toute cette stratégie. Nous devons mobiliser des ressources nécessaires, qu'elles soient nationales, mais également internationales, publiques ou privées, pour garantir donc la réussite de cette stratégie. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner que les investissements dans la santé communautaire, ce sont des investissements sûrs, ce sont des investissements rentables pour la santé. Ils contribuent tous à réduire les inégalités en matière de santé, à renforcer la résilience des communautés face aux crises sanitaires et à stimuler le développement socio-économique de notre pays. En investissant dans la santé donc, de nos concitoyens, nous investissons dans l'avenir de ce pays. Nous exhortons donc à saisir cette opportunité pour pouvoir renouveler cet engagement. Ensemble, nous pouvons construire donc un système de santé fort, résilient et accessible à tous. Dans l'actualité également, sous le patronage de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite auprès de la République du Djibouti, Faisal Ben Sultan Al-Rabani, s'est tenue jeudi la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'Institut islamique de Djibouti pour l'année scolaire 1445. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, et du directeur de l'Institut, Dr Salah Al-Shahri, ainsi que plusieurs ambassadeurs et membres de la direction de l'Institut. La cérémonie a inclus diverses sections et une présentation vidéo retraçant l'histoire de l'Institut depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'un poème théâtral intitulé « Mélodie de fidélité » présenté par les étudiants diplômés. Et en fin de cérémonie, l'ambassadeur Al-Rabani et le directeur de l'Institut ont honoré les invités et les participants. Le directeur de l'Institut a apprécié le patronage de l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées pour la cérémonie de remise des diplômes des étudiants, en soulignant que la cérémonie coïncide avec le 45e anniversaire de la fondation de l'Institut islamique à Djibouti. Il a ajouté que depuis son ouverture, l'Institut remplit sa mission et réalise ses ambitions grâce au soutien complet et généreux de notre gouvernement et à la coopération fructueuse et constructive de la République de Djibouti. Eh bien, le directeur de l'Institut a déclaré « Le rôle de l'Institut ne se limite pas à la République de Djibouti, mais son impact s'étend à toute la corne de l'Afrique et grâce à Dieu, il avance à pas sûr vers la réalisation des objectifs souhaités pour améliorer ses performances. » Prenons la parole lors de cette cérémonie. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a félicité les diplômés de l'Institut islamique de Djibouti. Le diplomate saoudien a affirmé que l'Institut islamique de Djibouti est un phare de l'éducation de premier plan à Djibouti dans la corne de l'Afrique, soulignant
que la diversité des spécialités de l'Institut a contribué à la diffusion des sciences religieuses, de la langue arabe et de la culture islamique en Afrique. Cet établissement d'enseignement, a-t-il dit, est l'un des phares dans le domaine de l'éducation dans ce pays frère et dans la Corne de l'Afrique en général. Le rôle de l'Institut islamique de Djibouti dans la promotion de la langue arabe et des sciences de la charia n'est un secret pour personne. Je voudrais saisir cette occasion, a-t-il dit, pour remercier les dirigeants et le peuple de mon pays, le Royaume d'Arabie Saoudite, d'avoir créé cet institut qui contribue énormément au développement éducatif de Djibouti. À la une également, l'association Alliance des jeunes djiboutiens a tenu une cérémonie dans laquelle ils ont donc fait une présentation et le bilan de toutes les activités de développement qu'a entrepris le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La présidente de l'association, Roda Abdelrahman, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et a énuméré les différentes actions, à savoir la multiplication des ports de Djibouti, l'électrification des zones urbaines et rurales, l'intensification des nombres d'écoles et d'institutions scolaires. Le président de la commune de Bel'as a quant à lui participé à cet événement aux côtés de l'association Alliance des jeunes djiboutiens. Dans son intervention, le président de la commune de Bel'as, Abdelkader Iman, a remercié les organisateurs de cette initiative fort louable envers le président de la République. En l'écoute. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer les actions remarquables du président de la République en faveur de l'avancement significatif des femmes et du progrès de notre nation dans tous les domaines. Depuis son accession au pouvoir, notre président a été un fervent défenseur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Son engagement en faveur de l'égalité s'est traduit par des mesures concrètes telles que l'introduction des quotas pour les élections législatives, permettant ainsi une représentation équitable des femmes dans nos institutions démocratiques. De plus, sous sa direction éclairée, une cellule d'écoute a été mise en place pour lutter contre les abus et les discriminations à l'égard des femmes, assurant ainsi leur sécurité, leur bien-être. De même, le président a veillé à ce que les femmes soient représentées dans toutes les sphères décisionnelles de l'État, renforçant ainsi leur influence et leur choix dans le processus de prise de décision. En matière de développement économique, notre président a ouvert de nouvelles perspectives pour les femmes en les encourageant à occuper des postes de leadership dans les domaines traditionnels dominés par les hommes. Nous avons vu des femmes devenir pilotes, médecins, chercheurs, commandos, colonels, contribuant ainsi à la prospérité de notre nation. Dans le cadre des opérations de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional d'Ali Sabiye, ont procédé à une vaste opération d'une collecte des stocks dans la ville d'Ali Sabiye. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. En premier lieu, les inspecteurs du ministère du Commerce ont eu une rencontre avec les autorités de la région, à savoir le préfet et le président du conseil régional. Par la suite, l'équipe de contrôle des stocks, donc les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué une vaste opération d'une collecte des stocks dans la ville. Le but de ce contrôle est de relever la gestion des stocks et vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont donc constaté que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population de la ville d'Ali Sabiye et d'autre part, en vue d'assurer un suivi permanent de la situation. Des mesures ont été prises par le ministère du Commerce afin d'activer notre stock stratégique en nature et donc pour maintenir la stabilité des prix et de gérer l'inflation. Et enfin, les inspecteurs du ministère du Commerce ont lancé un appel à la mise en garde de respecter les prix homologués par le département en charge du commerce. Pour voir la situation de stock, et c'est dans le cadre de projets de riposte du stock stratégie financé par la Banque mondiale. Donc, les inspecteurs du ministère du Commerce ont lancé une opération pour voir l'état des stocks de produits de première nécessité. L'objectif principal de cette
contrôle consiste d'abord de vérifier le mouvement des stocks et le respect des prix homologués par le ministère du Commerce. J'appelle aux commerçants de la région d'Ali-Sébié la mise en garde et de se conformer le prix homologué par le ministère du Commerce. À Tadjoura, dans le cadre du projet d'USAID d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local, l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement a organisé une journée de nettoyage de grande envergure à la place de Cheikh Mohamed, un site où demeure aussi un important gisement des récits coralliens à protéger. Le fond et la face de la plage ont été nettoyés pour améliorer les conditions de l'écosystème marin. La présidente de l'association, Madina Salah, invite la population au civisme et à notre richesse halieutique tout en protégeant le site du récif corallien aménagé. Dans l'actualité internationale, la Cour internationale de justice a tenu une troisième série d'audiences sur les mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud concernant le conflit entre Israël et Gaza. Cette demande de cessez-le-feu intervient alors qu'Israël défend son opération militaire, affirmant qu'elle ne vise pas à causer de tort aux civils, contrairement au Hamas. L'Afrique du Sud a plaidé pour un arrêt des opérations militaires israéliennes à Gaza, qualifiant la situation dans l'enclave assiégée de nouvelles et horribles. Les juges de la Cour internationale de justice sont appelés à prendre en compte les graves conséquences humanitaires de ce conflit et à ordonner un cessez-le-feu pour protéger les civils. Et la communauté internationale attend avec impatience les décisions de la Cour. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.